19 août 1944. Prusse orientale. À la Wolfschanze, le général Oberst Alfred Jodl étudiait les derniers rapports venus du front occidental en plein effondrement. Les pointes de l'offensive alliée filaient vers l'est. La 3e armée de Patton en tête. Mais l'arithmétique de la guerre promettait un arrêt brutal. Une division blindée en marche pouvait consommer 150 000 gallons de carburant par jour. Les Américains poussaient à plus de 400 miles des plages de Normandie et du port provisoire de Cherbourg. Aucune armée, pensait Jodl, ne pouvait distancer sa ligne de ravitaillement et poursuivre la chasse. La Seine donnerait à la Wehrmacht le temps de se regrouper et de s'enterrer. Peut-être assez pour tenir jusqu'à l'hiver. Le calcul semblait inévitable. Ce que Jodl ne voyait pas. À environ 125 miles de là, 5 958 camions roulaient déjà en boucle continue. Des convois, phares allumés en défi ouvert à la doctrine du blackout, transportaient au minimum 12 500 tonnes de carburant, de munitions, de rations et de pièces de rechange, toutes les 24 heures. Le Red Ball Express, nommé d'après les trains de marchandises prioritaires Red Ball, qui passaient avant tout le reste, a transformé les routes ravagées de France en artères à sens unique. Une route à l'aller pour les camions chargés, une route parallèle au retour pour les vides. En 72 heures, les blindés immobilisés de Patton franchiraient la Seine de force. En une semaine, Paris serait libéré. À la fin du mois, les Américains seraient à la frontière allemande. Les calculs allemands sur ce qui était logistiquement possible allaient être réécrits. Leur confiance avait des racines profondes. La Wehrmacht avait été pionnière de la guerre éclair. Mais ses praticiens connaissaient la tyrannie des distances. En Russie, les avancées avaient fléchi non d'abord sous le feu soviétique, mais à cause de camions en panne, de la boue et de rails à l'écartement inadapté. Les chariots à cheval, encore l'essentiel du transport allemand, ne pouvaient pas suivre le rythme des panzers. Les Américains affronteront ce que nous avons affronté, écrivit en juillet le général der Panzertruppe Heinrich von Luttwitz. Les machines exigent du carburant, des munitions, des pièces. Elles ne peuvent pas échapper à l'arithmétique. Les officiers d'état-major allemands suivaient la consommation des US. La consommation. Une division d'infanterie avait besoin de centaines de tonnes par jour. Une division blindée, environ 1000 par jour. Patton commandait une douzaine de divisions sur un front de 60 miles. 12 000 tonnes par jour, tirées sur 400 miles de routes ravagées. Impossible, conclut le général-major Siegfried Westphal. Même avec des camions illimités, qu'ils n'avaient pas, et des routes parfaites, qui n'existaient là pas, les lois de la physique ne se plieraient pas à l'industrie américaine. Dans un château réquisitionné près du Mans, le 25 août, un lieutenant-colonel du Motor Transport Service exposa le contre-calcul. On fera une autoroute à sens unique des plages vers le front, dit-il. Les camions roulent 20 heures sur 24, aucun arrêt, sauf pour le carburant et les urgences. Priorité absolue, aucun retard, aucune exception. ADSEC, la section avancée de la zone des communications, a tracé 2 itinéraires parallèles et posté la police militaire à chaque goulet d'étranglement. Les convois seraient envoyés à des intervalles de 5 minutes. Les véhicules lents seraient dirigés sur le bas-côté. Les traînards seraient écartés au point de contrôle. Des équipes mobiles d'entretien feraient étape toutes les quelques dizaines de miles. Un colonel supérieur déclara que c'était impossible selon n'importe quel manuel. 36 heures plus tard. Ça tournait. Les chauffeurs qui ont rendu cela possible étaient jeunes, déterminés et en grande majorité noirs. Sur environ 23 000 hommes qui s'occupèrent de la route, environ les 3/4 étaient des soldats afro-américains, servant dans une armée ségrégée. Ils montaient à bord de GMC CCKW 2 tonnes et demie, 6x6, surnommés Deuce and a Halves, et de Studebaker US-6. Des camions construits par centaines de milliers, avec des pièces standardisées et des boîtes de vitesse simples et robustes.
Ils peignaient des slogans sur les capots, Patton's Blood Bank et Detroit to Berlin Express, et fixaient leurs propres règles. Tout ce qui passait sous 20 miles à l'heure était un barrage. Les pannes étaient poussées dans le fossé en quelques minutes. La colonne ne s'arrêtait jamais longtemps. L'un des premiers convois transporta des obus de 105 mm vers Melun. Le suivant emporta des jerrycans, de l'eau, du bully beef et des pneus de rechange. Des équipes de reconnaissance allemandes, postées dans les haies et sur les lignes de crête, avaient peine à croire ce qu'elles voyaient. Les rapports parlaient de files ininterrompues de véhicules, des phares alignés sur 20 km, des intervalles serrés qui défiaient tous les principes de dispersion. Un commandant de Panzer, caché pour observer, écrivit « Ils ne se cachent pas. Ils n'économisent pas. Ce n'est pas de la science militaire. C'est la production de masse appliquée à la guerre. » La Luftwaffe, l'ombre d'elle-même au-dessus de la France à la fin août, frappait rarement ses convois éclairés la nuit. Les chasseurs bombardiers alliés et la DCA contrôlée par radar rendaient les attaques de jour coûteuses. Les Américains calculaient le risque autrement. La vitesse et le volume étaient leur camouflage. La méthode du Red Ball était d'un pragmatisme implacable. Les mécaniciens triaient les pannes sur le bas-côté. 15 minutes pour réparer ou remorquer. Sinon, on cannibalisait l'épave pour les pièces. Des grues immobiles remplaçaient un moteur en moins d'1 heure. Des camions allemands capturés étaient mieux repeints en olive drabe et remis en service. Les autobus civils étaient réquisitionnés pour transporter le personnel. Ainsi, l'espace de chargement restait au fret. La police militaire imposait le rythme. Les voitures étaient écartées. Les traînards étaient verbalisés. Tout véhicule en dessous du minimum était retiré de la colonne. Durant sa première semaine, du 25 au 31 août, le Red Ball livra 89 939 tonnes, en moyenne 12 848 tonnes par jour. L'opération consommait des centaines de milliers de gallons de carburant rien que pour déplacer carburant et munitions. Plus que ce que certaines armées allemandes recevaient au total. Des officiers d'état-major allemands virmentent ces chiffres. Ils les rejetèrent comme de la propagande américaine. Alors, les bombardements ont commencé à raconter l'histoire. Le carburant restait le sang vital. Des dépôts avancés étaient implantés tous les 20 à 30 miles. En soutien, des colonnes de camions-citernes. Elles avaient leurs propres horaires. Et leurs escortes, des fûts et des jerrycans, s'entassèrent derrière les haies. Des points de ravitaillement où un camion faisait le plein en quelques minutes et repartait. L'oléoduc sous-marin Pluto a commencé à acheminer du carburant à travers la Manche, à la fin de l'été. Modeste au début. Puis en hausse. Il renforçait discrètement la résilience. Un officier d'état-major, capturé, penché sur des photos aériennes, a marmonné que les Américains semblaient avoir des parcs à carburant, plus grands que la réserve stratégique de l'Allemagne. Il a dit « Ils brûlent de l'essence pour déplacer de l'essence. C'est un trop-plein industriel. » Sur la ligne de bataille, l'effet a été immédiat. La doctrine allemande supposait qu'une division blindée pouvait soutenir 20 à 30 miles par jour dans une avance prolongée. Avec le Red Ball derrière eux, le corps de Patton doublait parfois ce rythme. Le 1er septembre, la 4e division blindée a parcouru environ 35 miles avant la fin de la matinée. Elle s'est arrêtée brièvement sur une route jonchée de bidons olive drabe et de caisses de munitions. Puis elle est repartie pour ajouter plus de 30 miles dans l'après-midi. Heinz Guderian, en lisant les interceptions, a d'abord refusé d'y croire. Aucune force blindée ne pouvait tenir ce rythme sans s'effondrer. Pourtant, le trafic radio américain, souvent en clair, confirmait le tempo. Pour les troupes au front, la logistique sonnait comme la victoire. Le grondement des 6 cylindres et des V8 toute la nuit. Le fracas des haillons et des jerrycans. La sensation d'un flot qu'on ne pouvait pas endiguer. La vitesse avait un prix. Les chauffeurs travaillaient à la limite de l'endurance. Ils avalaient du café brûlant et parfois de la benzédrine. Le brouillard et la fatigue tuaient des hommes dans les virages
et dans les fossés. Pendant le Red Ball, les rapports d'accidents dénombrèrent des centaines de victimes, dont environ 300 morts. Pourtant, le moral resta élevé. Surtout chez les chauffeurs noirs, qui savaient qu'ils prouvaient quelque chose de plus grand qu'eux. Dans les villes, le long de la route, ils échangeaient des sourires et du chocolat avec des enfants français. Ils partageaient du savon et des cigarettes avec des familles qui n'avaient connu que les tickets de rationnement et l'occupation. Le renseignement allemand nota l'effet de propagande. L'abondance sur roue rendait la victoire américaine inévitable aux yeux des civils qui la voyèrent passer. Derrière les colonnes roulantes, les ingénieurs posaient l'ossature d'une ville en mouvement. Des ponts Bailey s'élevaient là où les sapeurs allemands en retraite avaient fait sauter des arches de pierre, parfois en quelques heures, pas en semaines. Des parcs de maintenance, des dépôts de carburant et des aires de repos apparaissaient entre les rangées de peupliers. Puis on les démontait et on les reconstruisait plus à l'est, quelques jours plus tard. Alors que la boucle d'origine, par Saint, Lô et Chartres pliait sous le trafic, on ouvrit des antennes et des routes sœurs. Whiteball et Green Diamond pour alimenter Paris et les têtes de ligne. Red Lion pour pousser vers Bruxelles. Plus tard, quand Anvers entra en service, la ligne ABC alimenta l'avance au nord. Peu à peu, US, les unités ferroviaires de l'armée, réparèrent les voies pour que les trains retirent du tonnage des routes. Mais dans les semaines cruciales de fin août et de septembre, ce sont les camions qui ont maintenu l'avance. Début septembre, la pression se voyait. Les allers-retours dépassaient 700 miles. Les intervalles entre convois étaient autrefois de 5 minutes, réglés comme une horloge. Ils ont commencé à s'allonger. Les pneus éclataient. Les embrayages brûlaient. Les conducteurs dormaient assis sur les ailes. Les pompes à essence claquaient. Le haut commandement faisait face à des choix difficiles. Fallait-il donner l'essence à la tentative de Montgomery de franchir le Rhin ou à la demande de Patton de continuer à frapper vers l'Est? Le Red Ball ne pouvait pas résoudre chaque débat stratégique, mais il a gagné du temps et de la distance, jusqu'à ce que les ports s'ouvrent davantage et que le rail rattrape. Les rapports allemands devenaient sombres. Si ces rapports sont exacts, déclara le Feldmaréchal Model, nous n'affrontons pas une armée supérieure, mais une civilisation supérieure. En vérité, c'était un système. Des usines, des navires, des ports, des dépôts, des routes, et des dizaines de milliers de chauffeurs au volant, dont beaucoup afro-américains, transformant la capacité industrielle en élan sur le champ de bataille. La Wehrmacht avait compté les miles et les tonnes. Le Red Ball Express a changé ce que ces chiffres pouvaient signifier.